Alors, du coup, là, moi, l'objectif aujourd'hui avec ce petit cours, ça va vraiment être de parler un peu du ray tracing. euh, Parce que ça reste une des mécaniques importantes. Alors, bien évidemment, le premier disclaimer à mettre sur le ray tracing, c'est que, a priori, pour faire du ray tracing, il faut une carte qui supporte le RTX. Donc, si on a des personnes qui sont, par exemple, sur des cartes antérieures à la série 2000 de Nvidia, donc par exemple de la 1080 GTX ou quoi, c'est pas impossible de faire du RTX, mais en tout cas, ça peut être problématique parce que ben, les cartes n'ont pas la bonne architecture pour faire ce genre de choses. Euh, les features donc, que propose Unreal, déjà quand on veut utiliser le RTX, il faut que quand on crée un projet, là je vais lancer le moteur, je le laisse tourner pour montrer, mais on va voir qu'en fait dans les project settings, si je tape ici Ray Tracing, il y a un ensemble d'options qui ont été activées. Path Tracing, Support Hardware Ray Tracing, Ray Trace Shadows, Ray Trace Skylight, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont activées ou qui sont désactivées. Ce qui est vraiment important, c'est que au niveau du projet, on soit sur un support de DirectX 12. Alors là, j'essaie de chercher l'onglet Windows. Vous voyez ici. On a bien les défauts graphiques qui sont en DirectX 12 parce que un DirectX antérieur à 12 ne supporte pas forcément le RTX. Donc c'est pour travailler dans de bonnes conditions. Après, évidemment, quand d'autres versions vont sortir, donc 12, 13, 14, peu importe, ben, ça met à jour ce qu'on dit. Hein, mais actuellement, il faut au moins être en DirectX 12. Donc ça veut dire qu'il faut avoir installé les drivers. Si vous avez une carte Nvidia, bah, il faut avoir mis à jour vos drivers Nvidia, c'est quand même mieux. Si vous avez une carte Radeon ou d'un autre constructeur, c'est un petit peu pareil, il faut toujours que ce soit plus ou moins à jour. Donc quand j'ai un projet, quand je vais créer un projet comme ça, Unreal, en fait, dans les options de base que me propose la création du projet, j'ai toujours accès à cette petite option là, Ray Tracing. Donc Ray Tracing, si on le coche, ça va créer un projet et ça va le compiler pour le ray tracing. Et en fait, c'est pareil. Si vous prenez un projet que vous aviez déjà créé sur lequel il n'y a pas le ray tracing et que vous activez le ray tracing dans les options du projet, à ce moment-là, il va falloir laisser la machine recompile les shaders pour le ray tracing. Pourquoi? Parce que en fait, le ray tracing est un système qui va avoir une influence sur les réflexions, la global illumination, la transparence, l'ambiance occlusion, donc en fait sur un certain nombre de choses essentielles pour construire le rendu. Et du coup, ça va nécessiter un comportement des matériaux qui sera un peu différent, un comportement des lumières qui sera un peu différent et d'un certain nombre de choses qui seront un petit peu différentes. Et donc du coup, il faut absolument recompiler les shaders. Donc l'utilisateur n'a rien à faire, hein, c'est juste que il faut s'attendre des fois à ce qu'un projet qu'on avait déjà construit sans ray tracing, si on ajoute le ray tracing dedans, l'ordinateur il y a peut-être 7000 ou 8000 shaders à compiler, donc ça peut prendre 1 heure et demie, 2 heures. En fait, ça dépend un peu de la machine, de la carte graphique. Des fois, ça peut prendre moins aussi, hein, ça peut aller plus vite, mais en tout cas, ça prendra du temps. Maintenant, quand on est dans une reel comme ça, donc là j'ai une scène de base où j'ai vraiment juste créé, je veux dire j'ai un directionnel classique, un ciel, donc voilà j'ai vraiment un système d'éclairage vraiment standard. Comment est-ce que je peux avoir accès aux options les plus importantes pour gérer mon ray tracing? Parce que là, on peut voir par exemple que si je prends, je sais pas, là, je dis que c'est un miroir, on peut voir que là, la réflexion de la sphère dans le miroir, elle est quand même pas, elle est pas super, quoi. Hein. Même le ciel et tout, il est tout trouble, c'est un peu bizarre. Donc, quand on fait un rendu, c'est capital d'avoir des caméras. Parce que ben, c'est les caméras qui voient, hein, comme dans la vraie vie avec un appareil photo. Les caméras permettent de voir et de capturer le monde. Et on a deux components qui sont vraiment importants quand on parle de ray tracing. C'est ben, dans un premier temps la caméra qui va voir. Pourquoi? Parce que quand on regarde la caméra, qu'on clique dessus et qu'on va voir dans ses options et ses paramètres, la caméra dispose d'un ensemble de paramètres de post-process. Donc on entend par là les blooms, l'exposure, la caméra, les lens flares. On va avoir des choses comme le color grading ici. Par exemple, le color grading, ça change la température de l'image. Vous voyez, on a un certain nombre de choses. Et on a aussi, si on va un peu plus bas, des paramètres relatifs à la global illumination. Donc là, on regarde, par exemple, là, je suis en lumen, là, je suis en rien. Vous voyez quand même que le rendu est pas exactement le même.
On a des paramètres liés aux réflexions. Donc là, par exemple, si je coche réflexion, là, on est sur une réflexion type lumen. Si je passe en mode screen space, c'est un autre type de réflexion. Et si je passe en mode none, il n'y a juste pas de réflexion du tout. Et si je passe en mode standalone, là, c'est encore un autre type de réflexion. Donc actuellement, donc là, j'utilise Unreal 5.0. On va quand même, moi, je favorise encore l'utilisation pour les réflexions du standalone ray traced. Parce qu'il va donner en fait la main ici, là, si on ouvre un peu ces paramètres, sur des choses très intéressantes. Donc déjà, la roughness. Donc la roughness, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de prendre une petite chaise ici. Hop, une petite chaise. Et on va voir que quand on fait bouger ici la rugosité, vous voyez qu'il y a des éléments en fait dont l'aspect change au fur et à mesure que je fais progresser cette petite barre là de max roughness. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Max roughness, ça veut dire que même un objet, par exemple si je la mets à 1, un objet qui aurait une rugosité de 1, donc pour rappel sur les matériaux et la rugosité, un miroir il a une rugosité de 0 parce que la rugosité c'est est-ce que les rebonds, est-ce que quand la lumière arrive sur l'objet, est-ce que l'objet absorbe la lumière ou est-ce que l'objet réfléchit la lumière. Donc un miroir vous avez 0 parce qu'il n'y a aucune rugosité ou peu de rugosité. Et de la terre par exemple, vous avez une rugosité de 1 parce que la terre si elle n'est pas humide, en vrai, mettons on a une terre qui est assez sèche, elle va absorber la lumière et il n'y aura aucune réflexion à l'intérieur. On peut difficilement voir son reflet quand on se regarde dans de la terre, c'est, enfin voilà, et tenter l'expérience. Une petite blague, mais bon, voilà. Donc ça c'est la barre en fait qui indique voilà tous les objets là par exemple qui sont à une rugosité de je sais pas 0,46 seront pris en compte dans la réflexion. Là si je mets 1, absolument tous les objets qui aient une rugosité de 0 ou une rugosité de 1, ils seront pris en compte dans la réflexion. Ensuite, bon ça c'est important mais bon disons c'est pas le plus important des paramètres. Là on a deux choses qui sont vraiment très 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 importantes, c'est alors je vais enlever ma grosse sphère ici, je la remettrai plus tard. Je vais rendre notre deuxième miroir ici hop, en réflexion. Donc là, vous voyez, on a un triple miroir. Donc on voit la chaise dans toutes les directions. On voit que si j'épâche la chaise, elle se déplace dans les reflets aussi. Hein, ça, c'est important. Et si je viens, par exemple ici, changer le bounce, donc on va mettre 2. Ok, là, on est à 1 bounce. Donc on voit qu'il y a une répétition de la réflexion. 2. Hop là. Vous voyez, on a le reflet qui survit, entre guillemets, hein, qui survit. Un coup de plus. Puis 3. Puis 4, puis 5, et ce jusqu'à 50 en fait. Vous voyez, jusqu'à 50, ça va jusqu'à une certaine distance. Si, alors, oui, en ligne droite comme ça, si on a un Larsen en ligne droite, donc on peut avoir ça, j'ai déjà vu ça dans la vraie vie, dans une salle de danse, dans un ascenseur, dans un hall, enfin voilà, des fois on peut voir un miroir en face d'un autre miroir. Souvent on a quand même un petit peu des décalages. Par exemple, là vous voyez, si je bouge juste un tout petit peu l'orientation du verre, déjà on n'a même pas besoin de monter à 50 en fait, hein. Si on venait à 20 ou si on est même à 10, en fait on ne voit quasiment aucune diff. Donc voilà. On a une question dans le chat, c'est est-il possible de faire en sorte que les objets dans les réflexions aient un load inférieur? Actuellement avec le ray traced, le standalone ray traced, on va avoir en fait on va voir l'objet tel qu'il apparaît dans le dans le vrai rendu. Donc si là c'est un modèle high poly, il mettra un high poly. Si en low poly, le load va effectivement s'appliquer dans la réflexion. Alors, pour continuer un petit peu sur nos petites caméras, on a ici un autre paramètre qui s'appelle le sample par pixel. Alors, en gros, les bounds c'est assez facile à comprendre. Dans certains moteurs de 3D, ça s'appelle le ray depth. Mais c'est que voilà, plus vous allez avoir de bounce, plus on pourra aller loin dans le Larsen, donc dans les rebonds en gros des rayons qui sont responsables de la réflexion. Si on regarde des objets comme par exemple un objet transparent, là je vais prendre une table et je vais mettre une statue dessus. Voilà, hop. On peut voir que notre petite statue qui est là, hop, elle aussi, si on la regarde avec la caméra, elle a des options ici dans Translucence. On peut mettre que les Translucence elles sont en ray tracing. Et que du coup, là c'est pareil, on va avoir un max refraction raise, et c'est un peu l'équivalent du bounce, c'est-à-dire que jusqu'où va, là si je mets à 1, on a un vert un peu bizarre, puis si je mets 2, on a un vert qui a un peu plus de transparence, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, donc là c'est à nous un peu aussi de pareil de faire du tâtonnement pour gérer ça. Hop, hop, hop.
Si je reviens un peu dans les réflexions, le sample par pixel, en fait, ça va être tout simplement, vous voyez là, si je mets vraiment en plein écran, on peut voir qu'il y a une sorte de grain dans le rendu. Ce grain, si je mets 2 par exemple, eh ben, on va en avoir un peu moins. Si je mets 5, 10, mais il y a quand même une limite. Alors, la limite, faut la comprendre de plusieurs manières. Vous avez deux manières de rendre une image. Vous pouvez la rendre en temps réel, et donc là c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez qu'on a là, si j'affiche les FPS, je suis à 14, 8 FPS, donc c'est pas très élevé, hein. On peut voir que j'avais quand même plus de FPS quand j'étais en mode 1, en sample ici, là j'étais plutôt à 60 et tout, il y avait pas vraiment de problème. En fait, quand vous faites un rendu par exemple dans un jeu, imaginons que vous lancez un jeu et vous activez le ray tracing dedans, vous avez quand même des systèmes, on va dire, subsidiaires qui tournent par-dessus le rendu. C'est le cas par exemple si vous avez une carte Nvidia. C'est le cas de la technologie DLSS. En fait, vous avez un premier rendu qui est fait par la carte graphique. Souvent, ce rendu, bah, dedans, il y a du grain. Comme là, moi, quand on regarde mon rendu, bah, dedans, il y a du grain. Mais ensuite, comme on vient ajouter avec une couche de calcul supplémentaire, on resample en fait l'image, comme par exemple avec un DLSS, bah, on peut venir résoudre certains pixels. Alors qu'est-ce que ça veut dire résoudre certains pixels? Pourquoi est-ce qu'il y a du grain là quand je regarde cette zone là de la chaise? Je vais essayer d'approcher un peu la chaise du mur pour qu'on voit un peu plus le grain. Hop là. Pourquoi est-ce que j'ai du grain dans certaines zones? C'est parce qu'en fait, on a une puissance de calcul hein, en temps réel hein, qui s'exécute. Et on doit résoudre un certain nombre de pixels. Les pixels, ce sont des grilles. Hein, donc on a, par exemple, je sais pas moi, si je suis en 1024 par... hop, on va faire 1920 par 1080. Donc j'ai 2 73 000 pixels à calculer. La carte graphique n'est pas capable, en fonction de sa puissance et de tout un tas de paramètres, de calculer tous les pixels en temps réel, en direct, parce que c'est trop complexe. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on utilise un système un peu de guess, hein, donc on interroge en fait avec un autre système comment les pixels qui n'ont pas pu être rendus devraient être rendus. Et c'est ça que fait un DLSS en fait. En gros, c'est un peu par interprétation. Il va réussir à rendre un pixel qui n'a pas été calculé de manière brute, vraiment. Alors là, j'explique de manière vulgarisée, d'accord, hein, parce que je suis pas ingénieur chez Nvidia. Mais en gros, on va pas obliger la machine à calculer tous les pixels qui sont présents sur l'écran pour avoir un rendu précis et donc pour éviter le grain. Et donc là, les pixels qui pourraient sortir faux parce que bah, ils sont soit noirs, soit blancs, soit, enfin ils ont quelque chose, ils ont une valeur qui est de toute manière pas la valeur qu'ils devraient avoir. Bah le DLSS va réussir un peu à lisser tout ça et à normaliser et du coup à sortir une image qui est propre pour le même nombre de pixels calculés de base et pour du coup un framerate, donc là si on regarde le FPS, qui reste stable et donc jouable. Parce que jouer un jeu avec 8 FPS, ben, c'est juste pas possible. Donc ça c'est le cas 1 où on doit utiliser le ray tracing dans un cas où ben, c'est sur un jeu, c'est sur un truc qui est interactif et donc le joueur va être en direct. On devra prendre en compte la puissance de sa carte graphique et en fonction de ça, calculer ben, les systèmes subsidiaires qui vont permettre d'enlever du bruit ou d'enlever du grain, des choses comme ça. Une autre utilisation quotidienne qu'on peut avoir d'Unreal et donc du ray tracing, c'est une utilisation qui se fait pour sortir des jolis pixels, donc pour sortir juste des images, donc pas des trucs jouables, mais vraiment des séquences, voilà, des jolis films ou des choses comme ça. Donc là, je vais créer une petite séquence, donc je vais faire clic droit, on va pas faire que, on va aller en haut, on va faire Add Level Sequence, et on va se créer une séquence qu'on appelle ici RTX Text with Chair, alors je lui donne un très joli nom, with Chair, voilà, boom, save. Cette petite track de séquence, je vais mettre ma caméra. Ma caméra, on va la laisser là, on va pas l'animer ou quoi. Je vais juste, avec les petits flags là, vert et rouge, je peux choisir l'intervalle dans lequel je vais faire mon rendu. Et on va cliquer ici sur le petit bouton Render This Movie to Video. Alors, le Render Movie là, donc ce petit menu que j'ai ici, c'est l'interface vraiment simple. Aujourd'hui sur Unreal, on a une interface un peu plus complexe qui s'appelle le Render Movie. Hop là. La Movie Render Queue. Dont il faudra peut-être qu'on parle à un moment parce que c'est vraiment un outil formidable pour faire justement des jolis rendus avec beaucoup plus d'options qu'ici. Mais là, souvent en débutant, moi j'aime bien aborder d'abord le sujet de la Render Movie Settings
pour regarder un peu ce qui s'y passe et un peu plus tard aller choisir un système un peu plus complexe avec la Movie Render View. Mais globalement ici je choisis un format, je choisis une résolution, donc ouais, j'ai plusieurs choix. Alors ce qu'il faut se dire c'est que plus la résolution va être élevée, plus le calcul va être compliqué, hein, parce que ben en fait avoir plus, enfin je veux dire, si vous avez du 1920 par 1080p, vous avez 2 millions de pixels et quelques calculés. Si on a du 3840, là je vais essayer, hein, on tape, on fait 3840 par 2160, boum. Là j'ai 8 millions de pixels, donc un peu plus quoi, hein, à calculer, à sortir. Je choisis où est-ce que, dans quel endroit de mon ordinateur je vais exporter mes frames. Et là il y a un petit menu qui est super, je vais tout laisser par défaut pour l'instant, par défaut tout est à 0. C'est les warm-up et c'est les delay every frame. Donc qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une sorte c'est un ensemble de paramètres qui vont permettre de gérer combien de temps on met à sortir une frame. Donc en fait, c'est est-ce qu'on utilise Unreal comme moteur temps réel et on sort 60 images par seconde, ou est-ce qu'au contraire on met un délai à la carte graphique, enfin on va dire de manière générale à l'ordinateur pour processer l'image, et dans ce cas-là ça va nous permettre peut-être d'éviter certains grains dans certaines zones de l'image. Donc là je vais essayer, on va regarder un peu, on va noter ce qu'on fait. J'ai ici des réflexions avec donc une max à 1, 10 bounce et un sample par pixel de 1. Et j'ai aucun warm-up. Donc un warm-up c'est quoi? C'est en fait on va tourner des frames volontairement dans le vide pour un peu chauffer, on va chauffer la caméra en gros. Et quand le warm-up est fini, on commence à vraiment capturer les images. Donc là je vais pas mettre de warm-up et je vais pas mettre de délai. Et on va faire un petit capture. Alors on croise les doigts pour pas faire un petit crash. Là je save avant. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un crash quand on fait des calculs. On fait un petit test. Et on va apprécier le rendu, on va voir si ou non ça se passe. Donc il a fait il a pas fait de warm-up, ça y est, il a rendu les frames très très rapidement. Et si on regarde, alors on en a pas, on en a 5, hein, mais on peut voir que les frames, il y a quand même une grosse différence entre ce que je vois dans la vraie scène et l'image qu'a sorti Unreal. Donc ça, on va se garder un peu, on va se garder la dernière, on va l'appeler No Warm-up Sample 1. Voilà. Là, je vais faire le même calcul, mais je vais ajouter par exemple cette fois-ci 15 frames de warm-up. D'accord? Donc je mets 15 en warm-up ici. On capture, on réessaye. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe avec le moteur. Est-ce qu'il nous rend un truc un peu plus joli ou pas? On va essayer de faire notre petit test. Capturer une vidéo. Allez, ça tourne. Ça tourne. On va regarder les folders. Là, on voit que déjà, avec le warm-up, on a, alors c'est ce que je compare un peu les deux. On a une image qui est un peu plus claire déjà avec le warm-up. Je pense que j'ai pas mis assez de frames. On va essayer, on va réessayer encore. Hein. Là, je vais dire que ça c'est un warm-up 15. Voilà, hop, warm-up 15. On va réessayer cette fois-ci. On va faire un warm-up de 40. On va même 50 si on va aller un peu plus loin. Hop, capture. Et on va voir ce qui se passe, donc je refais le calcul. Alors ça, je commente un peu hein, pendant que ça tourne pour meubler un peu, mais le job du render artiste, vraiment, qui est extrêmement important, c'est toujours en fait, il n'y a pas de paramétrage absolu qui est bon ou qui est mauvais. En fait, en gros, un render artiste, quand on fait du rendu, notre objectif, c'est d'aligner en face d'une qualité d'image recherchée un temps de calcul adéquat. Ça veut dire que quand on peut utiliser plein de moteurs, hein, il y a des moteurs offline où on va rendre une frame en 1 heure ou rendre une frame en 10 minutes. Est-ce que ça veut dire que la frame qui a rendu pendant 1 heure, elle est plus belle que la frame qui a rendu pendant 10 minutes? Je ne sais pas. En fait, ce qui est important à prendre en compte, c'est de se dire, est-ce que pour l'utilisation que je vais avoir de la frame, avoir calculé 1 heure, c'est justifié ou pas? Est-ce que en calculant 10 minutes, j'ai pas un niveau de calcul déjà satisfaisant pour ne pas aller chercher plus loin? C'est vraiment la question la plus importante à se poser. Alors là, vous voyez qu'on a mis un warm-up de 50. Donc là, je marque, hein, celle-là, on va l'appeler warm-up 50. Et déjà, vous voyez la diff entre les trois images. Hein. Donc la première, il n'y avait pas de warm-up, on avait une image qui ressortait quand même assez sombre. Là, on a un warm-up de 15, on a une image qui est moins sombre mais qui est quand même pas ouf. Et là, 50, j'ai quasiment la même image que ce que je vois dans mon rendu. Quoi. Donc on voit qu'on a du grain quand même. Hein. Là, il y a du grain qui existe. Alors on va essayer de rendre cette même image avec toujours un warm-up de 50. Mais cette fois, ce qu'on va faire, c'est que notre petite caméra qui est là, on va lui dire que le sample par pixel, c'est 4. Ok? Donc là, je sauvegarde, je fais File, Save All, boum. On va faire notre petite capture.
Et on est parti pour le calcul, on va voir à quelle vitesse il s'opère. Mais voilà, c'est ça le. Moi, c'est ce qui m'a toujours plu en fait dans le rendu en 3D, c'est vraiment ce côté. Je fais des tests, j'essaie d'aligner un budget temps en face d'un budget qualité. En gros, c'est un peu. C'est là est tout le sujet. Et c'est vrai que souvent, on se dit, ouais, bon voilà, Unreal, c'est temps réel, c'est bon, on dirait que ça va rendre. Non, si vous voulez sortir des films, il faut quand même. Il y a toujours une passe de travail sur le rendu. Donc là, je vais warm up 50. SPP, alors SPP c'est pour sample par pixel, j'ai mis 4. Où est-ce qu'on en est si on regarde les deux images? Et ben on voit quand même qu'avec un sample de 4, on a quand même moins de grains qu'avec un sample de 1. Donc là on voit, hein, si je zoome, hein, et ça devient de plus en plus acceptable. Et donc là moi ce que je veux montrer c'est un peu la démarche qu'on va avoir quand on veut justement faire des rendus, des bons rendus, quoi. On peut voir que là dans le reflet on a quand même du grain. Après il y a moins de pixels dans cette zone là donc elle est aussi un peu plus difficile à définir. Donc ce qu'on peut faire là c'est rajouter un delay every frame ici. Donc le delay every frame en gros ça va être un... C'est comme si... Alors je vais mettre 1, je vais lancer le calcul. Hop. En fait c'est comme si à chaque fois qu'on rendait une image, on laissait Unreal faire une pause, continuer à calculer, sauvegarder l'image, puis calculer une nouvelle image, faire une pause, calculer. Et en fait, ça va nous permettre d'aider un peu la carte graphique à peut-être afficher la même image avec moins de grains. Parce que comme chaque image sera calculée un peu plus longtemps, il y a une partie des pixels qu'il n'arrivait pas à résoudre que maintenant il pourra réussir à résoudre. Alors, est-ce que ça va faire un changement miraculeux? Je sais pas, on va voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, déjà, c'est une piste un peu d'amélioration. Et puis après, après voilà, encore une fois, hein, je repars en boucle, hein, dans mon explication, mais il faut toujours trouver le bon réglage entre le nombre de frames le temps qu'on alloue à chaque frame, la qualité du rendu, la résolution. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'on a. À chaque fois, je prends la même frame. Donc là, c'est L. On a warm up 15 et SPP 4 et délai 1. Hop, je rajoute, hein, de plus en plus complexe. On va regarder un petit peu. Donc là, on avait le warm up 50. On voit qu'elle a moins. Elle a un peu moins de grains. Là, vraiment, j'essaie d'observer, mais là, ici, par exemple, on voit qu'on a quand même une zone assez noisy. Hop, là, si je regarde avec un délai, il y a toujours du noise, mais il est un peu moindre, hein, quand même, hein. Faut regarder subtilement. Je sais pas si ça se voit beaucoup sur la vidéo. Moi, j'ai l'impression que je le vois, en tout cas le grain ici. Donc voilà un petit peu donc là la suite de l'exercice. Alors bon, il faudrait que je sais pas, le but c'est pas de passer non plus la matinée là-dessus, mais vous avez deviné, il faudra que je trouve un équilibrage entre le sample par pixel et le temps de calcul. Et après, en allant un peu plus loin dans Unreal, en fait il existe un ensemble de consoles. Donc là si tu tapes quality, si je tape juste quality dans les commandes, en fait on voit qu'on a énormément de petites consoles var qui nous permettent de changer certains niveaux de qualité des rendus. Et c'est aussi en passant par là qu'on peut un peu améliorer tout ça. Mais ça sera probablement l'occasion d'un autre module. Dans le sens où ce serait peut-être un peu chargé de voir ça tout de suite. Mais globalement, voilà un peu le topo. Pour au moins déjà commencer à sortir des images qui sont un peu plus belles avec le ray tracing. C'est déjà un premier pas qui est cool. Et moi, je passe beaucoup de temps quand j'ai fini une scène à jouer justement avec les caméras pour gérer un peu tout ça. Alors, j'ai dit un peu plus tôt qu'on avait un autre système pour gérer un peu tout ça, c'était le système avec les post-process volume. Donc un post-process volume, qu'est-ce que c'est? C'est un volume, hein, comme son nom l'indique. Ce petit volume, si par exemple, donc là je vais essayer de le paramétrer un petit peu, je vais dire que à l'intérieur du volume, on va faire un changement vraiment flag. On va dire que par exemple, il n'y a pas de saturation. Voilà, boum, je vais désaturer. Vous voyez, quand je passe dans le volume, ça désature, hein. Donc si je le scale et tout le volume, la zone d'effet elle peut être plus ou moins grande. Vous voyez que c'est nuancé, ça passe pas d'un coup de ah il y a de la couleur, il y a plus de couleur. C'est un peu c'est échelonné on va dire. Et ça c'est vachement pratique parce que en fait, admettons, j'ai ma caméra, voilà ma caméra elle est là. Ma caméra, je vais lui dire qu'elle voit elle aussi en noir et blanc. Donc je vais prendre par exemple ici
la saturation et je vais la mettre à 0. Donc ça y est, ma caméra elle voit en noir et blanc. Bah, si j'ai une nouvelle caméra qui arrive, hop, ici, et que je l'incarne, bah, elle a plus du tout les réglages de la première. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je prenne la première caméra, que je copie tous les réglages et que je les applique à la deuxième. Et ça c'est un peu fastidieux parce que ben, dans une scène on se retrouve facilement avec 10, 15, 20 caméras, voire plus. Donc le problème que résolvent les pop process volume, c'est qu'au moins quand on rentre, là vous voyez j'ai une caméra, hein, quand je rentre dans le post process volume, on applique ce que doit s'appliquer dans le volume. Par contre, si par exemple vous voyez sur ma nouvelle caméra là, j'ai coché saturation. Donc là, la caméra elle a une saturation de 1 et le post process volume a une saturation de 0. La caméra elle a son propre réglage, donc elle prend l'ascendant sur le post process volume. Donc du coup, ben il y a rien qui change. Voilà, maintenant ce qui est bien c'est que même si j'ai 40 caméras, à chaque fois qu'elles vont rentrer dans ce volume là, elles vont prendre en compte les réglages que propose le volume. Et donc si dans ce volume on a réglé des choses comme on l'a fait sur la caméra juste avant, par exemple sur la réflexion, standalone, ray tracing, hop, on a mis du bounce, on a mis du sample par pixel, bah là vous voyez que ça fonctionne, hein. Je vois quand je suis en dehors du cube je vois pas, quand je suis dans le volume je vois. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Voilà une première petite, un premier petit retour. Alors sur le post-process volume aussi, on a une fonction qui est très pratique, c'est infinite extent. Donc dès que vous cochez infinite extent, ça veut dire que on se limite plus au scale là du post-process volume, mais on a le volume qui est appliqué partout. Donc ça c'est pratique. Alors en fonction des scènes et des usages, moi ça m'arrive des fois d'avoir un seul post-process volume qui est sur tout mon level, ou des fois j'ai plusieurs post-process volume parce que ben je sais pas, j'ai un bout de la scène qui est en extérieur, un bout de la scène qui est en intérieur, et je veux qu'elles aient un post-process qui est un petit peu différent. Mais en tout cas c'est possible de gérer tout ça et c'est une bonne alternative aux caméras. Enfin, c'est une alternative. C'est même pas que c'est une alternative aux caméras, mais c'est juste que ça complète quoi. Ça complète les choses. Je pense qu'on va couper le record ici hein, pour ce petit module et on va voir sur quoi on enchaîne.